Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Messages à caractère informatique. Épisode numéro 105. Nous sommes le 6 mai 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que David Cosinus. Bonjour. Antoine Blondeau. Hello. Et caché derrière ces technologies vintage, il y a Steven Leroux. Bonjour à tous. Vintage, c'est le dernier iPad qui sera présenté en exclusivité demain. Waouh! Oui. Vous savez un spoiler. Dans cet épisode, nous allons parler, comme un peu trop souvent, des dramas dans la tech. Donc, soyez prévenus, il y aura des changements de licence, il y aura des rachats, il y aura des dramas dans le monde open source et il y aura une certaine commission qui donne des avis sur l'utilisation de ces crânes. Vous êtes prêts? Bon, on va commencer par introduire un peu plus en détail nos invités. David, qui tu es? Raconte-nous. Alors, David Cosinus, je suis le CTO d'une boîte, une ESN, Clanic. J'ai 30 ans de métier dans l'IT. Et puis, je fais partie des gens, justement, pas diplômés et qui sont arrivés dans l'IT par curiosité. Et voilà, ça fait 30 ans que je suis un vieux geek. Tu es donc un survivant qui n'a pas fini avec des chèvres dans le Larzac. Comment c'est ça ton secret? C'est ça. C'est ça. Antoine, qui tu es? Ouais, moi je suis développeur chez Clever Cloud et je travaille principalement sur la partie control plane et virtualisation. Nickel. Et Steven? Et moi, je suis ingénieur en informatique. Chez Clever également, avec une casquette de CTO. Parce qu'il en faut bien. C'est ça, il en faut bien. Bah oui. Et moi, c'est Horacio González, blablabla accent, blablabla espagnol perdu en Bretagne. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc, on va démarrer. Et on va démarrer, je pense que une des news qui a fait le plus parler d'elle les dernières semaines, c'est l'annonce des rachats de HashiCorp par IBM. Vous vous souvenez, on en avait parlé déjà à l'époque. Tous les changements de licence des produits HashiCorp, Terraform, Bolt et compagnie. Et maintenant, quelques mois après, on se retrouve avec cette news, IBM rachète HashiCorp. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu la news? Bah, ils continuent d'acheter leur tech, quoi, parce que C'est ça. à la fois ils ont racheté Red Hat. C'est tout Un à fait ça. move peu surprenant de la part d'IBM de mon point de vue. Après, ça se voit quand même sur les changements de licence. Je sais pas si c'était vraiment prévu de se faire racheter spécifiquement par IBM, mais ça se voit via les changements de licence qu'ils avaient besoin d'aller chercher des sous, quoi. Le rachat, c'est un bon moyen de le faire, donc de mon point de vue, je trouve ça peu étonnant. Je trouve ça même relativement rationnel du point de vue de leur gestion. Après, c'est excessivement dommageable pour les gens qui l'utilisent. Mais de chez eux, moi ça me surprend un peu, en fait. Donc, je vais faire mon bisounours de base, parce que tu dis dommageable pour les gens qui l'utilisent. Il n'y a pas la possibilité pour vous que IBM revienne à un modèle de licence différent. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer avec les côtés open source et la licence de tous les produits Terraform pour vous? Je vais juste ramener ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le rachat de Red Hat. Alors moi, je connais bien IBM. J'ai passé 10 ans à la CMA-CGM, enfin 10 ans, 9 ans, qui était, quand j'y suis rentré, une joint venture avec IBM. Et IBM, son aventure avec l'open source, c'est un peu chaotique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont mis les pieds dans un produit open source, ça s'est pas bien passé. Que ce soit, ils avaient une distrib OpenStack en disant nous on est open source et le produit disparaît en général au bout de 2 ans. Ce qui s'est passé quand ils ont racheté Red Hat, ils ont dégagé tout ce qui était service. Ils ont monté une boîte qu'ils ont complètement coupée, c'est pas une filiale, qui s'appelle Kyndryl. Et ils ont nommé le patron de, je sais plus son nom, Jim quelque chose. Le patron de Red Hat est devenu le président d'IBM en disant
regardez, on va faire ça parce qu'on veut acquérir une culture de l'open source. 1 an et quelques après, le mec s'est tiré en disant ça marche pas, c'est pas compatible, les mentalités ne sont pas compatibles. Ils ont fait un premier move sur CentOS. Ce qui s'est passé avec CentOS, où CentOS est devenu une distrib upstream et plus downstream, qui a mis un peu le bordel dans les distribs qui étaient basés sur CentOS. Et ce qu'on voit après, c'est sur Terraform, je vais faire le lien, Michel Hashimoto, le fondateur, se barre avant le rachat. Donc il était CTO, donc il était fondateur. Il devient CTO parce que le mec est profondément un ingénieur en fait. Ça reste pas Harmon Dagar, le CTO? Non, ça a été le CEO et le CTO. Ils ont cofondé Harmon et Mitchell la boîte, mais le CTO, à une époque, c'était pendant un certain temps, c'était Mitchell. Et Mitchell donc a dit bon, moi j'arrête d'être CTO, je redeviens un ingénieur. Premier move. Et le deuxième move, il s'est tiré. Et il se barre un peu avant le changement de licence, qui ressemble un peu à s'y méprendre à ce qui s'est passé un peu sur CentOS. C'est-à-dire ce côté, vous prenez nos développements pour faire du pognon dessus. C'est ça le truc. Notamment, je pense qu'ils en avaient un peu après, chez HashiCorp, après des gens comme TerraGrunt et des choses comme ça, donc qui ont monté OpenTofu. Et en fait, ce qui se passe, donc le gars se barre et c'est au moment, c'est quasiment, alors j'ai plus les dates, je vais peut-être dire des conneries, mais sur l'entrée en bourse. Et donc on sent en fait que effectivement que ces changements de licence, c'est pour un rachat. Mais en vrai, ce qui se passe après côté IBM, c'est qu'effectivement, je suis assez d'accord, ils s'achètent de la tech parce qu'ils ont 10 ans de retard sur le cloud. Ils essayent depuis des années de faire IBM Cloud, ça ne marche pas. Ouais. Ils ont racheté Red Hat pour avoir les technos pour leur cloud. Ils rachètent Terraform parce que c'est quand même un outil qui est quand même très très imprégné au niveau de justement du provisioning de cloud. Donc c'est un peu dans leur stratégie. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas cette mentalité open source pour moi. Pour pouvoir faire quelque chose ils s'en foutent, je pense. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans la cour des grands, parce que IBM Cloud, quand on voit leur part de marché, c'est pas ouf par rapport à du Azure et du AWS. Oui, mais surtout quand tu vois d'où ils viennent. C'est acheter les technos pour faire ça. Là, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment d'acheter les technos pour pouvoir faire ça. Clairement, et en fait, tu parlais tout à l'heure du fait qu'ils aient cut tous les services un peu managés qu'ils avaient, et en fait, je pense que ça soulève un problème assez problématique de revenu sharing de l'open source en général. En fait, moi, HashiCorp, ça fait un moment que j'utilise leurs outils, que ce soit Vagrant, même Consul à un moment, j'avais joué un peu avec, etc. Bien avant Terraform. Et en fait, je me suis toujours demandé, en regardant ce qu'ils proposaient, comment est-ce qu'ils pouvaient être rentables, en fait. Et parce que souvent, tu vois, t'as quand même un pattern assez classique, qui est t'as des gens brillants qui montent des projets open source intéressants, qui se disent il va falloir qu'on tape de la thune si on veut bosser dessus à plein temps, parce qu'il va falloir qu'on se paye. Donc ils lèvent des fonds, ils cherchent pas ou peu de solutions pour faire tourner une boîte. C'est-à-dire qu'ils disent non mais on va faire un service managé et puis il y aura des gens dessus et ce sera bien. Et si ça marche pas, on mettra une licence commerciale où on aura 2-3 features un peu sympas et puis voilà. Et en fait à la fin, les gens qui ont investi sur le seeding initial, ils sont là, on veut un peu de revenus, tu vois, parce que on a investi. Évidemment, souvent c'est à ce moment-là où ça se passe mal, et on se retrouve avec des licences ultra restrictives, avec des changements de licence très mauvais. Mais en fait, je pense qu'on paye aussi le fait que déjà les mecs n'ont pas eu un business model très très solide quand même à la base, qu'on soit très clair, et aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de rétribution à la hauteur du service que ça rendait. Je pense qu'il va vraiment falloir à un moment qu'on se penche sur la question d'avoir une solution correcte qui soit moins coercitive que les licences business pour faire du revenu sharing entre les gens qui les utilisent et les autres. Et pour revenir à l'idée d'offre managée, il y a une raison structurelle pour laquelle, pour moi, ça peut pas fonctionner. C'est qu'en fait, les gens qui vont pousser ces technos-là et les utiliser, c'est des gens qui vont faire du service managé en utilisant ces briques-là. Donc en fait, quand tu fais ce service-là, tu te mets en concurrence avec potentiellement tes utilisateurs principaux, voire les gens qui vont faire de la contribution dans le logiciel. Tout à fait. Donc en fait, et après, il y a un autre point que c'est si
chaque outil a son cloud privé pour faire leur service managé. Ça implique que pour un utilisateur, il devrait souscrire à 7, 8, 9 types de clouds différents sur les clouds d'HashiCorp pour démarrer mon infrastructure qui est sur un autre cloud provider, mais après tel autre outil, je le prends dans leur cloud et tel autre outil aussi. Je veux dire, c'est même pas une question de que les gens n'ont pas envie, c'est que ça complexifie complètement l'idée d'avoir une infrastructure informatique dans laquelle tu dépends de 8 cloud providers différents, quoi. C'est ça. Et tu te retrouves une espèce d'énorme plat de spaghetti avec des services, Alors c'est bien le SaaS, hein, c'est bien, mais pour des outils de ce type-là, ça devient très 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 complexe à gérer. Mais ça répond à un DSI qui va décider justement d'aller de piloter, lui il pilote avec des tableaux Excel, hein. Ça y est, oh mon Dieu, on va rentrer un peu dans le truc, et donc ah bah voilà, moi j'ai un problème, je mets une solution en face, ça y est, c'est géré. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et quand tout va bien, pour lui c'est une réussite, hein. Le jour où ça merde, c'est là où en fait on voit les faiblesses de la stratégie. Mais voilà, et tu te retrouves, alors tes datas sont dans le service, je vais pas tous les citer, hein, le service machin, l'infra elle est là, j'ai un peu de Mongo as a service pour les mettre, c'est ingérable. Et après, vous avez effectivement des RSSI qui font des cauchemars en fait, hein. Mais ouais, c'est ça. En fait, on du coup, on va acheter un produit. Alors ça, je l'ai vu. On va acheter un produit en SaaS qui va sécuriser tous ces services-là. Et ça, je l'ai vu. Non, mais quel drame. Je vous jure que c'est vrai. Je vois ça beaucoup plus dans ce mode-là que pour répondre à un retard sur du cloud. Hein, parce que, en vrai, c'est pas en rachetant Red Hat ou HashiCorp que tu vas te rattraper sur le cloud. C'est pas adapté. C'est pas des outils de public cloud, c'est des outils éventuellement cloud privé, mais le cloud privé, c'est un truc qui n'existe pas. Non, cloud hybride. Infrastructure privée. Leur et tu le mets dans ton cloud public et ouais, mais tu te privatises ton public cloud, mais à la fin, le soft qui fait tourner ton cloud, c'est pas ça. C'est le soft du cloud provider. C'est pour ça que quand les gens nous disent, mais pourquoi vous n'utilisez pas Cube pour faire votre cloud? Mais parce qu'en fait, tu comprends pas notre enjeu. Quand tu as un cloud public, c'est pas juste à installer Cube et c'est bon, ça roule. Et Cube, il tourne comment, tu vois? Et quand tu veux être résilient à de la perte d'AZ, etc., tu fais comment ton API serveur qui va disparaître? Oui, quand tu as un cloud provider qui te fait tourner un cube, ton API serveur, elle va être rebougée sur une autre AZ. Mais comment? Pas magiquement, hein, avec un orchestrateur résilient à la perte d'AZ. Donc, en fait, tous ces enjeux-là... Je sais pas si quelqu'un a déjà lu le papier de la fédération dans le cube, mais... Non, c'est pas... Non, mais c'est ça, c'est pas adapté. Pour moi, le truc là, c'est que c'est très logique, je trouve, le rachat d'HashiCorp par rapport à Red Hat, parce qu'en fait, avec Red Hat, ils avaient une sorte d'infrastructure, de conteneur service, etc. Et en fait, ils complètent l'outillage avec le provisioning des environnements, avec éventuellement, à Nomad, ça sert un peu d'orchestrateur à tout faire. Ouais, service discovery avec Consul. Avec le Vault éventuellement dedans, le Consul, etc. Donc en fait, ça complète un peu ce panel de produits en mode à l'étagère pour les clients qui seraient des clients Red Hat. L'open source là-dedans, je pense que c'est très loin, c'est une conséquence. Je pense qu'ils vont intégrer HashiCorp aux équipes Red Hat, pas aux équipes IBM, mais aux équipes Red Hat qui, je crois, n'ont pas été digérées. Et ça fonctionne encore chacun de son côté, et c'est plutôt mieux comme ça. Mais pour moi, l'objectif, c'est juste d'aller vendre ces solutions-là en mode manager à leurs clients IBM sur étagère pour leurs infrastructures, que ce soit privé on-prem ou dans le cloud, mais ça reste du privé, mais c'est pas du cloud, tu vois. Non. Et pour ça, c'est assez cohérent. Ce que je vous dis, c'est que ça coûte quand même 6 milliards. Bon, ils avaient déjà rajouté 34 milliards sur Red Hat, ça fait 40 milliards, ils auraient pu racheter Twitter, tu vois. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu. Mais non, sinon je trouve ça assez cohérent de leur part. Pour moi, ils rattrapent pas du tout un positionnement sur le cloud, mais je pense pas que c'est là qu'ils vont. Enfin, en tout cas, je vois pas comment avec ces outils-là ils vont faire du cloud. Pour moi, ça n'a rien à voir. Alors, pas forcément du cloud pour le grand public, mais l'essentiel de leurs clients, et tu prends des clients de type justement grands comptes, les banques, les machins, tous ces gens-là qui ont payé, notamment les banques et les assurances, qui ont payé des fortunes, les mainframes
parce qu'il y a encore pas mal de mainframe dans ces systèmes-là, et qui se disent, parce qu'il y a la nouvelle génération de CTO et DSI qui débarquent en disant ça coûte trop cher, je vais aller dans le cloud, parce que c'est marqué dans le Gartner qu'on va faire des économies. Il faut offrir des solutions parce qu'ils veulent pas perdre ses clients. Que ce soit la SNCF, la CMA, ils veulent pas les perdre. Donc il faut qu'ils aient un panel de services qui soit concurrent. Ouais, et puis ils ont un peu digéré l'histoire aussi. C'est-à-dire que même si ces gens qui sont en décision aujourd'hui, certains partent à la retraite, mais ils ont vécu le côté IBM. C'est des anciens développeurs IBM souvent qui sont aujourd'hui les DSI de ces boîtes-là. Et ces gens-là, mine de rien, alors certains vont, ils se sont fait graver IBM sur le corps, mais pour d'autres, ils savent en fait les pièges de ce modèle-là et ils veulent plus l'IBM à l'ancienne. Je crois que la plupart n'en veulent plus parce qu'ils savent qu'ils mettent le doigt dedans et puis ils sont coincés, ils n'ont plus aucune liberté d'action et à la fin ça leur coûte un bras et puis aujourd'hui tu vois il y a plein d'enjeux de gérer ton coût de structure et de réduire tes coûts, etc. Donc mouvance FinOps, tu vois. Et donc, ils veulent plus y aller. Le modèle Red Hat, pour moi, c'est le même modèle IBM, mais nouveau, tu vois. Ça reste un modèle de service. Pour le dire très clairement, Red Hat, ils n'ont pas intérêt à faire un logiciel qui marche trop bien, tu vois. Parce qu'il faut bien vendre du service dessus. Alors, je caricature un peu, mais enfin, tu vois, comment ça s'appelle, OpenShift. Ils en sont quand même à la 4e réécriture du bordel, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui ça commence à marchouiller, mais à la fin ça reste. Ils ont remis un cube dedans, ils l'ont un peu maquillé, mais ça reste qu'un cube. C'est-à-dire que et puis ça reste qu'un cube. C'est-à-dire que il m'est arrivé un des pires incidents de ma vie sur de l'OpenShift. Je le souhaite à personne. Ça marche bien. Je critique pas le produit. Mais quand tu te retrouves justement avec une version, j'étais en version 3, et t'es plus supporté, dans la doc c'est tout marqué, les playbooks Ansible sont open source, machin, et il n'y en a pas un qui marche, parce que le code est complètement buggé, et que tu te retrouves dans la panade, et que là ils te disent « Ah mais vous avez plus de support », ce qu'il faudrait avoir migré en version 4. Je rejoins sur le fait qu'ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça marche trop bien. Après le modèle d'OpenShift, moi je trouve un peu pété parce que ça vient en fait c'est un produit qui est basé sur la grande théorie que en fait tu peux prendre des briques open source qui sont un peu à la mode ou qui marchent, les assembler puis t'as un pass, tu vois. et en vrai de notre point de vue c'est un peu usant, surtout sur le temps qu'on passe. À bosser notre produit, etc. Et essayer d'avoir une cohérence entre les différentes briques pour que le système marche bien et le temps qu'on passe en maintenance et tout là-dessus. Et on a régulièrement des discussions avec des gens qui nous disent t'as qu'à prendre un cube, t'installes 3 trucs dessus, puis ça te fait un pass, tu vois. Voilà. Et en vrai, c'est un peu usant comme discussion, et on le voit effectivement avec OpenShift, où en fait ils en chient parce qu'ils ont pas assez de contrôle sur les différentes couches avec lesquelles ils bossent, quoi. C'est un peu dommage. D'une part, en fait, tu vois, Clever, ça a été écrit il y a 12 ans globalement. Ça a évolué, mais le cœur d'orchestration, il y a 12 ans. On est en train de tout réécrire aujourd'hui parce qu'on veut anticiper les 15-20 prochaines années. Mais le soft qu'il y a derrière, tu vois, il a été un peu rentabilisé et il nous permet de réinvestir aujourd'hui dans la suite. Mais notre métier, entre guillemets, ce soft-là, tu vois, tu le fais évoluer, mais tu l'as écrit une fois, mais le cœur de métier de ce qu'on fait, c'est pas l'orchestration. C'est faire vivre les cycles de vie applicatifs dans lesquels tu regardes la sécurité de tes couches, est-ce que tu as une CVE sur tel truc, est-ce que le kernel, etc. Toutes les mises à jour que tu peux faire, c'est ça la valeur que tu apportes à ton client. Le truc préinstallé où tu te débrouilles avec et comme tu disais David, quand t'es dans la panade, allô le support parce que tu vois. Alors je vais pas te dire que nous on n'a pas de problème, tu vois, ça peut arriver et ça peut arriver à tout le monde, c'est de l'informatique. Mais quand tu fais tourner ton propre logiciel, t'as plus intérêt qu'il marche parce que sinon il te réveille. Alors que le modèle Red Hat où tu vois, si on est appelé, c'est pas grave, je t'ai vendu le support, tu comprends, c'est normal. C'est ça, la relation contractuelle est très différente. En fait, d'un côté, tu bosses uniquement avec un éditeur, et du coup, tu as des garanties qui sont un peu limitées. Et même, je dirais, l'engagement que va avoir un éditeur qui gère pas et qui gère pas la solution, même pour toi, va être relativement limité, en fait.
parce que il livre un logiciel, il sait de faire en sorte qu'il marche, tu mets plein de tests. Il fait oui, mais moi quand je l'avais testé, ça marchait. Je sais pas pourquoi ça marche pas chez toi. Je caricature et bien sûr qu'il y a plein de gens qui font mieux que ça, mais dans l'idée, il y a un peu ça. Là où quand tu viens utiliser une plateforme, t'as des engagements de service et de disponibilité. Et en fait, tu les payes, donc ça te coûte forcément plus cher. Mais par contre, t'as aussi pas du tout les mêmes réactions en face quand t'as des problèmes. 6 milliards, ça vous paraît le bon prix ou pas? C'est une bonne question. Je pense que je les aurais bien pris, mais Pour rappel, en 2014, ils ont levé 10 millions, en 2016, 24 millions, en 2017, 40 millions, 2018, 100 millions, et 2020, 175 millions. Ils avaient racheté combien, Red Hat? 34 millions. Milliards, pardon. Milliards. Oui. 2018, la valo, du coup, avec le reste en série D des 100 millions, c'était 1,9 milliard. Et en 2020, 175 millions, la valo, c'était 2 milliards. Après, moi, j'ai trouvé étonnant que la valo a tellement monté depuis 2020. Il y a un écosystème, certainement, mais vu ce qu'il y avait, c'est ça que t'achètes. Ouais, mais ils ont réussi à standardiser des trucs. Ils ont standardisé Packer, entre guillemets, sur la construction d'images, Terraform. Vault, c'est quasiment un standard aujourd'hui pour gérer. Sauf que l'écosystème, ils l'ont fragmenté énormément. L'apparition d'OpenTofu, mine de rien. Je veux dire, pour moi, justement, les changements de licence a endommagé, entre guillemets, la valeur de l'écosystème, de fait de l'apparition d'OpenTofu et compagnie. Ils cherchaient le rachat, donc tu sais, quand tu fais ça, il faut embellir la mariée. Et aujourd'hui, hormis quelques ingénieurs qui sans doute avaient des rêves dans les yeux et qui ont vendu à IBM, ils sont riches et ils vont pouvoir aller créer autre chose. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'a fait mais aujourd'hui, tout le monde est content. Ah oui, mais c'est ça qui m'a surpris. Je m'attendais pas qu'IBM dise mette autant d'argent sur la table, quoi. C'est des bons produits, ça marche plutôt bien. Est-ce que je mettrais 6 milliards sur un truc qui... Est-ce que les gens... En fait, le problème, c'est que Terraform... Est-ce que toi, IBM, tu mettrais 6 milliards? Est-ce que les gens sont prêts... En fait, c'est toute la différence. Terraform, est-ce que les gens sont prêts à payer pour l'utiliser? Et ça, j'en suis pas sûr, en fait. Alors, clairement, si. Et je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu vois Terraform en tant que toi, tu te dis, moi, je l'utilise, je paye pas. Mais soit une entreprise. Terraform, la valeur, elle est pas dans l'outil Terraform, elle est dans la gestion du state. Dans le côté manager je provisionne, on bosse à plusieurs en collaboratif, etc. Et ça, en solution intégrée, plateforme, machin, pour faire le provisioning de tes infras, énormément de valeur, énormément. Alors, ça, pour le coup, puisque je l'avais pris, moi, quand j'étais à la CMA, justement, je l'avais fait prendre. On a payé, et honnêtement, très, très bon produit. Et justement, je pense que oui, je pense qu'il faut aller payer ce genre d'outils. Sauf que il y a très peu... en fait, c'est compliqué à vendre en interne. C'est compliqué à vendre en interne, dans une boîte qui n'est pas une boîte d'IT, un client comme CMA, qu'on va devoir payer des outils de ce type-là. C'est toujours très compliqué. C'est très facile d'aller vendre, d'aller acheter. Moi, j'ai vu des achats de soi-disant IA, modèle d'IA, qui était de la merde. Les gens sont prêts à faire des gros chèques pour aller acheter le truc qui va acheter des outils d'infra. Non, ils n'ont pas forcément envie. Ouais, mais le tech, tu vois ça avec ton œil Ouais, mais tu vois ça avec ton œil de 30 ans d'expérience. C'est-à-dire de curieux du départ où il y avait tout à faire, tu vois. Aujourd'hui, ces boîtes-là, elles galèrent à recruter, en fait, parce qu'elles n'attirent pas le chaland. Tu vois, quand tu proposes pas à des ingénieurs un truc un peu créatif, sympa, où ils vont pouvoir s'exprimer, etc., les enjeux de recrutement sont pas simples. Ça, c'est clair. Et du coup, pour ces boîtes-là, elles ont besoin de se sécuriser, et quand t'es pas stable ou t'es un peu faible sur ta marque employeur, entre guillemets, pour le recrutement, tu stabilises par l'outil. Et donc, tu prends ça, plus le fait que, attention, demain, c'est IBM qui vend, donc c'est plus forcément les clients que tu voyais aujourd'hui. Enfin, les clients de demain, ça va être, tu vois, le CAC 40, les grosses boîtes, le Fortune 500, etc. Et
Et ça, c'est des boîtes où elles s'outillent à fond. Je vais pas dire que t'as pas des enjeux intéressants à droite à gauche, mais c'est organisé de manière très différente que la PME start-up sympa du coin. Quoi. Non, mais là tu prends... je vais faire court. Un outil, parce que quand je me suis confronté à devoir acheter justement, à devoir faire acheter la solution, on avait signé justement AWS, CMA, CGM était parti sur AWS, et AWS arrive en disant, moi j'ai mes stacks, j'ai mes outils, j'ai mes machins, regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Tu te retrouves avec des gens qui justement gèrent et décident d'architecture avec des coûts, et racheter un coût, c'est un peu comme le pack office, tu vois, quand tu achètes MS Office, il y a tout dedans, il y a plein d'outils. Pourquoi est-ce qu'on irait payer des outils comme je sais pas, j'ai le cas Asana par exemple, j'utilise Asana pour de la gestion de projet. Il y a Planner dans MS Office. Mon PDG à chaque fois me dit mais on peut pas. Non, c'est un outil de merde en fait. Enfin, désolé. Il fait pas la moitié de ce qu'il faut faire, mais il est fourni dans le package. C'est un peu pareil. Quand t'es obligé d'aller payer pour un truc que ton fournisseur avec qui t'es partenaire a une solution équivalente, alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Les solutions de provisioning d'AWS, à moins que ça ait beaucoup progressé, j'ai toujours trouvé ça. Voilà, j'irai pas plus loin. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est acheter des outils pour aller faire du provisioning pour les techniciens en fait, parce que pour les ingénieurs c'est compliqué. Et quand tu dis oui mais c'est bien, on peut attirer le recrutement par l'outil, toutes les boîtes n'en sont pas là. Il y en a qui commencent à se dire, ce serait bien qu'on se dote un peu d'outils technologiques. Pour pas que ce soit que nos ingénieurs qu'on recrute travaillent avec la bite et le couteau, c'est pas encore et notamment en France, c'est pas encore le cas. Hein. C'est pas si répandu que ça. Après, comme tu dis, je suis un vieux, je suis peut-être biaisé. La France est aussi un biais de marché, c'est-à-dire que en France, il y a plus la vitrine et à quel point ça brille et à quel point tu comprends, ça va te mettre en avant d'avoir pris ce truc-là, plus que comment ça tourne bien sous le capot. Et tu vois, tu fais des confs en Allemagne. Tu fais des confs en Allemagne. Les gens, quand ils te posent des questions, c'est très très différent d'en France. Hein. En France, ils vont dire vous avez beaucoup de clients, c'est un succès, c'est de la référence. Ouais. En Allemagne, c'est comment ça marche, c'est bien. Alors, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Mais tu vois, en France, il y a toujours ce relent de c'est de la technique, c'est un peu sale. C'est ça. On va pas mettre les mains dedans, tu vois, on va avoir les doigts sales. Mais je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de valeur d'ingénierie vraiment poussée. Non. En fait, les ingénieurs en France ont toujours été en France, c'est la cave. Reprenons le pouvoir, les ingénieurs. D'accord. On est vraiment à la cave. Et on se fait plaisir quand on veut acheter un Terraform parce qu'on trouve que c'est important. En 2014, quand j'ai fait ma première présentation sur pourquoi c'est intéressant d'automatiser, on était chez IBM, on était mariés à IBM, on m'a regardé en disant mais tu veux te faire plaisir? Non, je veux réduire le nombre d'incidents en production. C'est tout. Mais c'est bon, on a un contrat avec IBM qui va nous résoudre, qu'à 2200 Indiens à Chennai. Le fameux 5 contrats, ouais. Tu voulais dire un truc, si tu veux faire le coup de la peut-être sur ce sujet. C'est ça. Et après, on bouge un peu de sujet. Moi, j'ai un avis un peu antagoniste là-dessus. Limite, je pense que c'est pas assez cher payé. Et je vais m'expliquer. En fait, effectivement, si on les voit comme des produits unitaires, je suis d'accord avec toi, David, sur le point que les gens sont pas forcément prêts à les payer sur des licences commerciales pour chacun des trucs. Par contre, dans le master plan d'aller se créer un cloud, une offre cloud un peu construite, complète, où effectivement ça va arriver en package, voire ça va être utilisé en SaaS, et c'est des primitives qu'ils ont achetées qui marchent quand même très bien. Qui sont limite de facto de standards de marché. Pour le coup, Terraform, c'est la moitié des tutos sur comment t'installes l'infra, c'est du Terraform, tu vois. Pour ce qui est de Vault, c'est quand même un produit qui est très très sérieux. Et même si tu regardes, on parlait vite fait de Packer tout à l'heure, si tu veux distribuer de l'image pré-build, c'est ça. Et en fait, c'est pas forcément les primitives auxquelles on pense, que c'est pas booter de la VM, etc. Enfin, t'as Nomad, mais c'est quand même moins mis en avant comme projet. Mais et pourtant, c'est quand même des primitives super intéressantes. Après, en termes de prix, là, tu regardes un peu de ton
point de vue métier, mais du point de vue d'un financier. Comment je rentabilise 6 milliards? HashiCorp, non, mais ils étaient quasiment rentables. Ils annonçaient la rentabilité pour l'année prochaine. Ils étaient à entre 400 et 500 millions, j'ai plus les chiffres exacts de revenus. Alors, revenus en anglais, hein, donc chiffre d'affaires, et pas revenus en français, net. Donc, mes chiffres d'affaires, ça veut dire qu'ils ont acheté en gros 10 fois le chiffre d'affaires. C'est pas cher, hein. Je suis assez d'accord avec Panda au final. C'est pas cher, hein, parce que vu la pénétration des solutions HashiCorp et du portefeuille vendable par IBM à ces entreprises, avec le tampon Red Hat IBM dessus, je pense qu'ils vont faire un gros pognon par-dessus. Hein. Bah c'est ça, en fait ils ont réussi à faire adopter la solution mais pas à la vendre. Et du coup si je trouve un autre moyen de la vendre... C'est le système de l'open source. C'est pour ça qu'on est toujours biaisé, tu vois. En fait, il y a des majeurs de l'open source, mais en fait, quand il faut en faire des produits et les vendre, c'est pas toujours... non, c'est pas pareil. Et un truc qu'Antoine a dit m'a fait réfléchir. Effectivement, ils ont pris un outil qui est un des standards de marché pour l'infrastructure, Terraform, mais ils ont déjà l'autre outil qui est presque l'autre moitié, Ansible. Ce qui est assez fou, c'est cette concentration des outils d'infrastructure en ce moment. Mais c'est pour ça que c'est du tooling qui va très très bien ensemble. Et moi, la question que j'ai presque, c'est comment ça va évoluer, parce que Terraform aujourd'hui n'est pas opinionné sur le marché. Anglicisme tout pourri, c'est quoi Opinionated. Oui, mais tu vois, il a pas de religion entre guillemets. Oui, c'est ça. Il est agnostique. Il est agnostique du point de vue provider. C'est ça. Maintenant que t'as Ansible derrière, que tu vas provisionner avec, je sais pas si c'est encore, non, c'est pas de l'OpenStack, la partie basse de leur cloud, j'en sais rien comment ça marche OpenShift, mais sur les API. Mais est-ce qu'ils vont pas aller l'orienter? Est-ce que le marché va continuer de faire évoluer Terraform pour l'entièreté des solutions? Ou est-ce que c'est Pulumi qui va aller prendre le côté un peu écosystème et que Terraform va plus se concentrer sur la stack IBM? Ça, question. J'ai pas vu de drift très bizarre dans Ansible, moi, depuis le rachat de Red Hat. Les supports des providers ont toujours été un peu bancals, parce que ça a jamais été trop le but. En fait, ils les avaient rajoutés un peu en nice to have et pouvoir onboarder les gens facilement sur les plus gros providers, tu vois. Non, mais parce que Ansible n'avait pas changé de licence et qu'il a pas été forqué. Là, on va voir entre Terraform, OpenTF... Ouais. Donc ça nous laisse des questions que je pense qu'on a de quoi remplir un deuxième épisode sur ça, mais on a d'autres sujets pour aujourd'hui. Donc on peut passer au sujet suivant. On reste aussi dans le monde des licences, mais plutôt la migration des licences de VMware vers Broadcom. Je crois qu'il y avait une deadline en semaine dernière. Épisode 3, non parce que... Oui, épisode 4 ou 5. Mais celui-ci, je crois qu'il y avait une deadline semaine dernière pour migrer ces licences vers Broadcom. Oui, j'ai vu passer ça. Le 30 avril. Et a priori, ça y est, les trucs est passé. C'est Nidouille, je crois, qui partageait ça. Il disait, j'ai reçu mon mail, j'ai 2 jours pour migrer. C'est ça. Donc moi je me dis maintenant je vais appeler ça une migration à l'américaine. Ouais. C'est des génies. T'as 2 jours, si on débranche, salut. Quel enfer. Non mais écoute, je pense, comme tu dis, énième épisode, mais ça fait encore des remous quoi. Je pense que ça nous sert encore une fois d'argumentaire à tous les gens qui nous disent oui, mais alors on va aller acheter du soft à des Américains ou éventuellement à des Chinois ou des trucs, et on va le faire tourner sur notre infrastructure, et tu vois, ça va bien se passer parce que physiquement c'est sur nos serveurs et on contrôle les flux. Voilà, hein. La souveraineté s'acquiert aussi par le logiciel, c'est une thèse qu'on défend depuis longtemps, que Quentin c'est peut-être pas simplement une marinière qu'on se met et on dit on est souverain, c'est ça? C'est le point, ouais. Si vous avez été dans une certaine conf il y a quelques semaines, vous saurez la ref peut-être. Ah ouais, moi je me suis pris des petits DM bref. Parce que j'avais fait une petite blague, genre tu sais quand il y a eu FISA, j'avais dit c'est FISA et Sens sur un bateau qui vient de tomber à l'eau. Ah oui, je l'ai vu passer, j'ai trouvé la blague super bien. J'étais très fier de la blague. Ah bah je me suis pris des petits DM genre ah bah d'accord.
Pas content. Je dis, oh, ça va, et vous avez fait de la communication trompeuse en disant on est le cloud de confiance. Et il y a des députés européens qui vous sont tombés dessus en disant non, vous retirez ça. Enfin, il y en a d'autres qui existent. Et c'est à nous qu'on vient faire le reproche sur une petite blague sur Twitter. Ils avaient mis on est le cloud à la ligne de confiance sens. Ouais. On est le cloud à la ligne de confiance, sauf que le cloud de confiance, c'était pas une trademark, mais une certification, un truc que tu pouvais afficher qu'avec une certification qu'ils avaient pas. Et du coup, ils ont sorti un gros logo avec le cloud à la ligne de confiance. Et tu fais, mais ils ont pas l'assertif, en fait! Mais genre, avec un retour à la ligne, en fait, ils te disent, oui, si, on a des clients. Je dis, comment ça, vous avez des clients? On parle de qui? Et en fait, ils disent, oui, ben, on a déjà eu. Sens, tu connais pas? Non. C'est le Thales qui va faire de la souveraineté en installant Google. Voilà. Mais ils te disent qu'ils mettent les firewalls, ça va bien se passer. Et en fait, c'est impressionnant. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je sais que les blagues, on doit pas les expliquer. Attends, parce que il faut quand même expliquer un truc. C'est que eux sont persuadés que c'est la stack Google qui va être installée chez Thales, etc. Et ils se disent, et quand tu les écoutes, ils disent, non, mais ils nous filent plein de scripts, ils sont vachement bien, et tout, on discute. Mais en fait, ils ont tellement peu de culture et de compréhension de ce qu'il y a derrière, qu'ils ont l'impression que Google leur donne du soft. Mais en fait, Google, ils ont scindé en deux. Ils ont fait une boîte de service qui fait Anthos et tous les trucs pour les boîtes. Et tiens, installez ça, et oui, on vous donne des scripts, etc. Et ils disent, on a les techno Google. Alors, on va être d'accord, les techno Google, c'est pas ça. Non. C'est pas Anthos. Google, les techno Google, c'est GFS, c'est Colossus, c'est Spanner, et ça n'est pas dans Thales. Ça n'est pas dans Anthos. Non, mais c'est impressionnant. Ella dice, Steven, les blagues, ça s'explique pas, mais ce cas-là, ta blague mérite de l'explication. Tu nous racontes un petit peu en quoi cette nouvelle directive américaine change encore plus la donne par rapport à avant? Ouais, je suis très curieux. En fait, le truc, c'est que FISA, c'était une loi dans l'urgence. Donc, c'était une loi dans l'urgence qui, post 11 septembre, donnait la possibilité aux Américains de passer par toute leur structure économique pour faire de l'espionnage industriel massif. Massif. Ça, c'est clair. Et en dehors de tout contexte de cadre de loi, machin. Le 11 septembre, c'était il y a un peu longtemps. Alors, peut-être qu'il y a des plaies qui sont pas fermées, etc. Je ne dis pas que c'est la paix dans le monde et que tout va mieux. Il y a d'autres sujets. Mais sauf que, en fait, une loi qui est faite dans l'urgence, en mode, on vient de prendre des avions dans une tour, peut-être qu'il y a d'autres trucs, il faut qu'on soit au courant dans les 6 mois, etc., ou voyons un peu ce qui se passe. Là, on est 20 ans après. T'as eu le temps de travailler un peu le sujet, d'activer tes réseaux, de faire ton boulot d'intelligence, entre guillemets, de renseignement. Et une loi comme ça, qui, elle, nous contraint dans notre souveraineté, et c'est pas comme si t'avais pas du passif sur la proximité très rapprochée, entre guillemets, entre le renseignement américain et le département de la justice et le département économique, n'est-ce pas? Je vous invite tous à aller regarder le Thinkerview de Pierucci sur Athos, sur Alstom. Alstom, pardon. Sur Alstom, qui est arrivé voir ses équipes, je la raconte souvent, hein, désolé, mais faut prendre conscience de ce qu'on appelle nos amis américains. Et donc, il est allé voir ses équipes, et puis là-bas, il y a quelqu'un qui l'a pris à l'accueil et qui lui a dit ah, bonjour, oui, bah, venez avec nous, on vous a pris un taxi, vous inquiétez pas. Et donc, ils l'ont pris entre quatre murs en mode, alors, on va t'expliquer comment ça se passe. Voilà les micros, tu vas aller à tes réunions, tu nous donnes tes accès mail. Pardon, t'as pas besoin, on les a déjà. Et donc, et vraiment, ça s'est passé comme ça, ils le racontent. Ils lui disent, ben voilà tes mails, voilà les trucs, et ils avaient une pile comme ça des documents internes de la boîte. Donc, ils avaient déjà tous les documents qu'il fallait. Et pourquoi? Ils voulaient que General Electric rachète Alstom. Et pour ça, ils avaient besoin de racheter au bon prix, de mettre la pression pour que la vente se fasse, et ils sont capables de tout quand ils ont décidé ça. Et donc, le gars, il a dit, bah moi je veux pas de micro, filez-moi un avocat,
et du coup, ça a été case prison. Mais il y avait plein d'autres collègues à lui qui eux, allaient dans les réunions et ils avaient les micros et ils avaient tous les enregistrements des réunions stratégiques, etc. Ouais, pour ceux qui sont pas à Celui l'aise qui en n'a plus pas avec, donné de compte, c'est celui qui a vendu d'ailleurs, le PDG de l'époque. Ouais. Mais donc, le gars, il a été libéré le jour du rachat. Eh bien, économiquement, c'est des choses qui peuvent se passer. Et je dis pas, c'est pas une théorie du complot, je dis qu'il faut en être conscient, parce que ça dépend de l'écosystème dans lequel tu vis, ça dépend de plein de choses. Et quand t'es Thales, que tu fais de la défense, que ça touche à ta souveraineté et à ta stratégie, à la fois militaire, de défense, étatique, etc., vous êtes en train de faire quoi, les mecs? Vous êtes en train de faire quoi vraiment, quoi? Ça fait quand même très 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 longtemps que ça dure, ces histoires d'ingérence, mais surtout c'est que ça commence dès l'école en fait, en vrai. Si tu regardes bien, ça commence avant. Tom Sawyer, ouais. C'est l'Amérique. Oui, un petit peu, mais les gens sont un peu déjà en France, on n'a pas la culture de l'ingénieur. Ce que tu dis, on n'a pas la culture de l'ingénieur en France. En France, dans tous les milieux, qu'ils soient politiques, etc., on part du principe qu'on sait pas faire les choses, qu'on est nul, et qu'il y a que les technologies américaines, parce qu'ils ont du Apple, parce qu'ils ont tous ces trucs-là, qui savent faire. Donc déjà, on part de ce principe-là. Les gens sont dans ces écoles où, bizarrement, hein, on va retrouver les mêmes filières, en fait. Donc, quand tu vas avoir ces décideurs qui arrivent dans des positions où ils vont décider des technologies qu'ils vont utiliser, ils ont déjà été... On n'aura pas la technologie en France, il faut la chercher ailleurs. Et les meilleurs, c'est nos amis là-bas. Tu veux pas qu'on parle de l'offre de formation en réseau en France? L'interdiction c'est que pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, c'est que du Cisco. C'est-à-dire que Cisco a un deal où ils peuvent fournir ils fournissent les formations à l'éducation nationale. Ils forment les professeurs à être certifiés formateurs Cisco, et en contrepartie, ils donnent 30% ou plus de ristournes sur du matériel uniquement dans le cadre pédagogique, et qui de toute façon est vendu 50% trop cher. Donc en fait, ça sert eu les mêmes accords. Enfin, aujourd'hui, tu as une école, tu fais tout en Linux, en VM, tu peux tout faire. Tout le réseau. Alors que tu as eu les mêmes choses avec le pack Office, hein, je reviens toujours parce que c'est lui le coupable. Je crois que l'interdiction d'utiliser en cours, elle est récente, hein. Elle a d'utiliser à des fins de formation, justement en cours d'informatique, les outils Microsoft. Elle est très récente. Alors qu'en fait, il y avait, je crois que ça doit dater de Chirac à peu près, où il y a eu interdiction à l'État en fait d'utiliser des formats de documents propriétaires type Doc, Excel et Co. Ça fait très longtemps qu'il y avait eu ça, mais ça n'avait pas été interdit à l'école. Oui, je sais. Au collège, j'avais à faire du Microsoft Excel sous licence. J'avais équipé il y a très longtemps, je m'étais occupé d'une une grosse asso handicap. Je les avais entièrement équipés. C'était en 2000. Linux, Star Office à l'époque. Au bout de 6 mois, ils m'ont dit non, on veut de l'Excel. On veut Excel Microsoft parce que c'est pas pareil. Les gens sont conditionnés à utiliser ces produits. Pour eux, c'est la référence. Maintenant, c'est inclus dans un package complet. De toute façon, donc tu as des débats sur il faut qu'on soit souverain, mais on a Office 365. Les gars, non, en fait, soyez sérieux un peu. Il y a d'autres solutions. Et c'est devenu, en fait, on a tel techno égale tel machin, tel techno égale tel machin, et c'est devenu normal. Et ces gens qui sortent de nos filières d'éducation avec ce cerveau préformaté, quand ils arrivent en position de décision, on va aller chez machin, chez machin, chez machin. Et d'ailleurs, ce manque de culture au niveau de l'informatique, on l'a vu aussi dans les dernières semaines autour de tous ces sujets des commissions d'experts
sur les écrans et des conclusions qui font un peu grincer les dents dès qu'on s'intéresse de près ou de loin au sujet, quoi. C'est clair. Belle transition. Merci, merci. C'est un métier. On va en revenir au même. Pareil, voilà, ça en revient au même sujet. Il y a la presse fait beaucoup parler. Enfin, on parle beaucoup, voilà, de l'impact des écrans sur nos enfants, etc. Donc, on mobilise tout sur l'écran au lieu de parler des usages. Donc, moi, c'est en train de un petit peu de me gonfler. C'est les écrans, c'est les écrans, c'est les écrans. C'est clair. On a une commission qui a été faite, qui a torché un truc en 3 mois. On se rend compte quand on creuse, vous avez mis le lien, que ne sont pas loin les écoles, certains types d'écoles, comment ça s'appelle, Waldorf, oui. Voilà, qui ont des accointances avec une certaine secte anthroposophie, qui arrive en plein milieu des de cette commission, parce que ce qu'ils viennent foutre là. Et puis derrière, on a des experts en France, hein, on a des experts sur les neurosciences, on a des experts sur ces sujets, qui sont à peine consultés, ou quand ils disent quelque chose, ce n'est pas pris en compte. Il y a par exemple notamment dans le rapport, ils notent un impact des écrans sur les troubles du neurodéveloppement, alors que il n'y a pas un papier scientifique, pas un seul, qui dit il y a un lien. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que sur la partie vraiment représentation des différents intérêts, tu vois, je pense qu'on a un biais aussi, un peu d'ego, qui est de dire, à partir du moment où on est expert d'un sujet, on détient entre guillemets une partie de la vérité au moins, et du coup la vérité triomphera et on n'a pas besoin de faire de lobbying dessus, parce qu'en fait c'est la vérité. Et du coup ça ne fonctionne absolument pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des voix justement totalement pas basées sur des faits. Typiquement là l'exemple de gens qui viennent t'expliquer que ça a des impacts sur le développement neurologique, alors qu'en fait il y a personne qui a sorti un papier sérieux dessus, parce que en fait eux payent leur lobbying et le font, quand bien même c'est faux, ou quand bien même ils sont persuadés que ce soit vrai alors que c'est faux. Et en fait ça mériterait qu'on accorde de temps en temps, même si c'est un mot un peu sale en France, un peu plus d'importance au lobbying des choses qui sont vraies, et quand bien même elles sont vraies, il faut aller expliquer que c'est vrai, il faut aller défendre que c'est vrai, parce qu'on a quand même tendance à laisser un peu trop de place, je trouve, dans l'espace de discussion publique à des gens qui racontent n'importe quoi. Tu vendras plus de bouquins qui disent les écrans sont en train de rendre nos enfants débiles, ou on va tous mourir, que un bouquin qui dit non mais finalement tout va bien. Et la presse fait pareil. Les médias vont avoir plus de lecture sur quelque chose d'alarmant que sur quelque chose qui rassure. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. C'est plus facile. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est une nature humaine, ça s'appelle le biais de négativité. En fait, t'es plus attiré par le. On est d'accord, mais tu peux aussi vendre beaucoup en travaillant des choses et en allant chercher des histoires qui sont très intéressantes. Ça te demande plus de travail, ça te coûte plus cher, je suis d'accord. Mais t'as des choses passionnantes à discuter. Tu vendras pas plus. Ou même si tu vends plus, dès que l'autre arrive avec les trucs populiste, pour utiliser les mots, l'argument de tout est négatif, tout va mal se finir, ça va tout de suite aspirer toute l'attention. C'est mon côté un peu business pour le coup. Mais... Moi, ce truc-là, je le vois sur un autre axe. Hein. Je remets pas du tout en question tout ce qu'on vient de se dire, mais j'ai assisté avec un peu d'effarement quand il y avait ces sujets-là dans les débats publics, là, où il y a quelqu'un qui, à un moment donné, vient dire « Oui, mais attendez, vous avez été ministre de l'Éducation » et la journaliste répond « Ah non, mais on n'est pas là pour faire le bilan de Najat Vallaud-Belkacem. » Ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, la nana vient te causer en mode vous comprenez, c'est les écrans le problème. C'est quand même Najat Vallaud-Belkacem qui est responsable du plan numérique dans l'éducation nationale, qui a imposé une communication journaux, machin, 100% numérique, qui a fait mettre des tablettes partout dans les classes, etc., qui à l'époque était décrié comme gadget, etc., et on vient te dire, on n'est pas là pour parler du bilan. Ben moi, je trouve que ce serait bien que les politiques commencent à assumer un peu leurs actions, leurs trucs, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu facile de venir faire un truc, et quand tu veux réexister
5 ans après, et que, alors c'était en 2016, allez, 8 ans après. Le temps passe trop vite, Eh bien, Steven. tu arrives et tu prends le point opposé et tu te dis, bah tiens, non, en fait, les écrans se voient bien, je sais pas quoi. Et puis j'ai décidé, c'est baqué par rien du tout, aucun fondement, mais c'est pas grave, c'est mon humeur du jour. Parce qu'on n'a pas la mémoire, ça marche, on n'a pas de mémoire. Mais pourquoi on l'a pas? C'est ça qui m'interroge. Pourquoi alors, je dis pas on l'a pas collectivement. Ouais, non, mais nous collectivement, j'entends. Mais le journalisme, son boulot, c'est de faire ça. Et aujourd'hui, le journalisme, c'est une sorte de porte-voix qui ne fait rien d'autre, qui n'a pas sa vocation de contre-pouvoir entre guillemets, d'apporter la contradiction et de dire mais attendez, pourquoi vous défendez ça? Pourquoi à l'époque c'est vous qui avez été le fer de lance de tout ça? Ou alors si vous n'y croyez pas, d'où ça venait? Quel était le lobby derrière, etc. Enfin tu vois, faire ton boulot de putain de journaliste quoi, qui t'amène à aller chercher d'où viennent les. Est-ce que c'est juste la lubie du moment pour exister, ou est-ce qu'il y a une motivation derrière? Si oui, quelle est la pensée qu'il y a derrière? Et c'est éminemment philosophique, tu vois, mais je pense qu'on est dans une société qui aujourd'hui, je vais pas dire meurt de son manque de philosophie, mais on surfe, comme tu dis, sur l'instantanéité et on n'est pas ancré sur une durée pour aller créer quelque chose. Non, parce que tu vas te... Déjà, on est trop sur le ressenti et l'émotion. Hein, au lieu d'être sur des choses qui sont un peu rationnelles et pragmatiques, on est vraiment sur le ressenti, l'émotion et des choses comme ça. Et le journaliste, pour moi, le postulat, tous les avis se valent. Donc j'invite des gens pour parler d'un sujet qui n'a aucun fondement scientifique, puis je vais inviter, parce que les avis se valent, je vais prendre un expert machin, puis je vais en prendre 3 qui sont sur des théories fumeuses, et ils ont le droit de se parler. Enfin, ça a la même valeur. Non, ça n'a pas la même valeur en fait. Oui, et là où c'est vraiment horrible, et moi ça me fume complètement, c'est que si tu remets ça en cause, on traite direct d'élitiste, tu vois. Ah oui. Et ça me fatigue, mais d'une force, cet argument-là. On est un pays de littéraires. On est un pays de littéraires. La France, c'est les artistes, les littéraires, voilà. Mais ce qui est bien aussi. Hein. Je dis pas le contraire, mais tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technique, c'est sale. C'est sale. La science-fiction en France, c'est sale. Dans le littéraire, la science-fiction, c'est sale. En France, c'est un sous-genre, c'est de la merde. Mais tu vois, dans les débats publics, dès que c'est tech, oui, pas le côté économie, la French Tech, tu vois, c'est très entrepreneur. Mais dès que c'est technique, là, tu comprends, c'est un débat technocratique. Tu vois, laissons-la à la technique. Et c'est Sandrine Rousseau qui avait dit, tu sais, genre, non, mais les gigawattheures, les trucs, tu sais, elle était complètement à l'ouest dans ce qu'elle disait. Et on lui dit, oui, mais quand même, dans ce que vous dites là, il y a quand même une rationalité avec les gigawattheures produits. Mais non, mais ça c'est un débat d'ingénieurs. Voilà. Alors, ah oui, les écolos majeurs. Pour le coup, je suis pas contre l'idée qu'effectivement il y a un débat philosophique de où on veut aller et qu'il y ait une réconciliation technique ensuite. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre de quoi tu parles, tu vois. Et donc, c'est pas que des débats d'ingénieurs. Quand tu parles d'énergie, tu n'as rien à dire si tu comprends pas ce que veut dire un gigawatt. Exactement. Mais je suis complètement d'accord. Et cette culture, la culture scientifique en France, elle est déplorable. Mais heureusement, elle s'améliore. Ah non. De quoi? Je dis, mais heureusement, elle s'améliore. Ah non. Pas des masses. Ah non. L'éducation, c'est compliqué. Hein. Et pour en revenir aux écrans, je vous conseille de suivre une Bretonne que vous devez sûrement connaître, Séverine RL, qui est très présente sur les réseaux et qui a participé d'ailleurs et qui a fait l'analyse des résultats de la commission, qui est maîtresse de conférence à Rennes. Sur les neurosciences et donc les écrans. Elle n'est pas spécialiste en éducation, comme ça a pu être dit. Et elle est très très pertinente. Elle a écrit un bouquin avec Anne Cordier, je crois, qui est en infocom. Et je suis tombé sur une conférence ce week-end où en fait, en Suisse, ils sont un petit peu plus avancés sur les sciences cognitives. Enfin, ils ont moins de problèmes qu'en France avec le background culturel de la psychanalyse. Voilà, donc ils sont très axés sur la psychologie scientifique, où en fait ils se rendent compte que quand on fait les analyses sur les effets des écrans et qu'on remet dans le contexte
tous les facteurs environnementaux qui sont les conditions sociales, etc., on se rend compte que l'impact des écrans n'est pas si énorme que ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais il n'est pas si énorme que ça. Sur les effets et quand on regarde les usages, en fait, ils se sont penchés sur le fait que feraient ces gamins-là quand il n'y a pas d'écran. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment l'influence des parents et l'éducation des parents qui est plus impactante que l'écran lui-même, en fait. Bien sûr, mais parce qu'on réduit cette problématique-là à l'écran. Mais tu fais quoi derrière l'écran? Tu vois, si c'est faire du TikTok toute la journée, effectivement, la valeur va pas être folle. Mais tu vois, il y a les gens qui faisaient... moi, je suis très peu jeux vidéo, tu vois. Mais les gens qui font du jeu, mais en fait, ils sont dans une activité éminemment sociale, en fait. C'est juste que leur cercle de social est très large. Ça rend violent, les jeux vidéo. C'est comme les jeux de rôle. On revient. Exactement, on revient à ce qu'on dit sur les jeux de rôle. Voilà. C'est comme manger un steak, hein. Ton couteau, tu vois, tu peux tuer. Non, mais tu vois, dans le genre là, on accuse les écrans, et en fait, c'est un espèce de marronnier qui revient sur tous les trucs neufs qui sortent, tu vois, qui est de dire, par défaut, on va trouver un biais à la con qui a aucun sens, tu vois. Il y a des jeux où il y a des jeux vidéo où on tire sur des gens. Acceptons aussi de faire notre autocritique, hein. Aujourd'hui, on a aussi un problème de société majeur, c'est-à-dire que tu croises quelqu'un partout aujourd'hui, à l'abri de bus, promener son chien, machin, il est collé à son téléphone. D'accord. Et c'est pas un problème d'enfant, hein. C'est pas un problème d'enfant. Oui. Parce que si les parents sont comme ça, les enfants, tu sais, j'avais vu une fois j'avais vu une fois un truc qui était drôle, c'était comment les parents voient leurs enfants désormais. Et en fait, tu sais, ils le voyaient mode comme ça, tu sais, vu d'en dessous. Tu voyais plus la tête de ton parent, tu voyais le smartphone devant. Et en fait, il y a quand même un problème. Enfin, moi, je sais que j'étais à fond dedans pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai tendance à plus le mettre dans la poche, plus reprendre le temps de regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Dans le métro, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe autour. Mais t'as quelques gens qui sortent des bouquins, hein, je dis pas. Mais t'as quand même un paquet de gens. Regarde dans le train aujourd'hui, hein, tout le monde met le casque, pas sur son activité. Beaucoup moins d'échanges entre les gens, mais l'impact que ça a. Bien sûr, mais bien sûr. Moi, je peux plus. Bien sûr, mais enfin. Mon âge. La police très grande. Je suis d'accord. Va aussi dans le métro et regarde comment ça se passe. C'est pas tant la lecture, hein. Les gens sont sur des TikTok, des trucs. C'est intéressant. Elle a écrit un article sur là-dessus, sur les investissements qui sont faits, les investissements massifs en termes de recherche et en termes de développement, notamment dans la Silicon Valley, sur l'économie de l'attention, où c'est tout le but. Le but, il est là. Ouais. Et derrière, alors ça c'est la grande conversation que j'ai eue avec ma femme il y a quelques jours, en lui expliquant que derrière, c'est le système publicitaire. C'est le financement d'Internet qui a créé ces choses-là. Les réseaux sociaux, les boîtes qui ont monté des réseaux sociaux s'en foutent des réseaux sociaux. C'est une machine à drainer. C'est le système Google. Hein. Regardez, moi, je vais faire de la publicité ciblée. Ouais. Donc, le produit est gratuit. Je vais dessus. J'ai l'impression que c'est un produit de communication avec les gens. Non, c'est fait pour que tu regardes ton écran, pour que je puisse vendre le petit encart publicitaire. Tu enlèves les publicités des réseaux sociaux, les mecs cool, ils ferment. Twitter est au bord de la fermeture parce qu'il a perdu je sais plus combien de ses annonceurs. Ce n'est pas viable. Ces systèmes ne sont pas viables. J'ai appris, c'est le système Facebook. Parce que Google, il t'amenait vers les autres. Non. Facebook a amené un truc à un moment donné qui était comment on va faire en sorte que les gens restent dans la plateforme. T'as une vidéo à aller voir, attends, on va aller te la chercher, on te la lit, mais t'es dans la plateforme. Et cette notion de rétention, parce que plus tu restes, plus on va pouvoir maîtriser ton chemin et donc ta pub et du coup augmenter la rentabilité sur toi. Ça pour moi c'est plus Facebook qui l'a amené. C'est pas eux qui l'ont amené, mais ils sont Facebook est arrivé après, je crois. Je peux dire une connerie, hein, mais je crois que Facebook est arrivé un petit peu après quand ils ont commencé à vouloir un petit peu rentabiliser le système. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait au début Zuckerberg disait pas de pub. La boîte, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, quelque chose là. AdServe ou un truc comme ça, je sais plus. AdSense, voilà. AdSense, c'est la division de publicitaire des. Et c'est tous ces services gratuits
que tout le monde est content d'utiliser. Voilà. Mais du coup, tout le point de cet élément-là, c'est de dire en fait, est-ce que il faut vraiment qu'on ait une discussion sur est-ce que les écrans sont un problème ? Non. En fait, il faut arrêter de traiter les problèmes par leurs symptômes systématiquement. Mais parce que c'est que le là problème, où on a la main. Oui, mais le problème, c'est le marché de l'attention et c'est ça qu'il faut réguler. Exactement. Parce qu'en fait, avec un téléphone, tu peux faire plein de choses très intéressantes, tu vois. Mais pas que, il y a aussi une démission de certains parents qui, au lieu de s'occuper de leur gosse, leur filent un écran, et c'est pas un problème d'attention, parce que pour moi, le problème, c'est un problème d'attention des parents, en fait, tu vois, mais c'est un peu, et ça n'a rien à voir avec l'écran. C'est quelles sont les priorités? Ah, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Quelles sont les priorités de la société d'aujourd'hui? Est-ce que c'est de bien élever tes enfants, de les éduquer, de les faire grandir et de leur nourrir bien le cerveau? Ou est-ce que c'est la société du divertissement et de réduire ta pénibilité en tant qu'individu que tu comprends, parce que la société du divertissement fait que tu n'es plus capable de gérer tes frustrations et que tout doit être plaisir, et que dès que tu as un enfant qui te fait un caprice ou un truc, tiens, hop, je résous le problème parce que je fuis devant le conflit potentiel que ça peut représenter. Il y a 30 ans, on avait le même débat sur la télé Babysitter. Hein. Et il y a 30 ans, le directeur de TF1 disait déjà que son métier, c'était profiter de tant de cerveaux disponibles des Français. Bien sûr. C'était pas inventé sur Internet, c'est simplement que ça s'est généralisé. Mais il y a 30 ans, il y avait aussi des enfants élevés à la télévision. C'est que maintenant, chacun sur son mini-télévision portable 24 heures sur 24. Il y a 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans, TF1 faisait des reportages pour dire que Internet c'était le mal, que Internet c'était un repère de pédophiles et de terroristes, et que jamais ils n'avaient pas de site, ils n'avaient rien. Bon, après, voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, mais le Internet c'était le mal, c'était le diable, donc voilà, ça a pas beaucoup changé. Hein. Les sujets sont toujours les mêmes. Hein. Oui, il y a 30 ans aussi, c'était nous les gens qui faisions des jeux de rôle, on était des satanistes, assassins et j'avais oublié celle-là. Cultistes sataniques en puissance. Bon, je pense que sur ça, sur ces réflexions légèrement déprimantes, c'est peut-être un bon moment pour couper. David, tu avais un morceau de musique pour nous recommander pour finir cet épisode? Alors, celui que j'avais dit au début, mais je sais pas s'il est adapté à cet épisode. Moi, si, ça au moins, ça va nous donner un peu de il va redonner un peu la pêche. Moi, comme je disais, à chaque fois que je démarre un système, j'ai toujours une même musique qui me revient à la tête. C'est un morceau d'ACDC. C'est Thunderstruck, avec ce côté un petit peu progressif, avec les systèmes qui s'allument, le kernel qui défile, tout ça, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours cette musique dans la tête à chaque démarrage d'un système. Voilà. Bon, avec Thunderstruck, on va finir cet épisode et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.